Bonjour à tous, bienvenue dans ce Neurodiversity Break. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Holnet, qui a un parcours très inspirant, une histoire professionnelle qui, je pense, va donner beaucoup d'idées et beaucoup d'inspiration pour nombre d'entre nous. En attendant de démarrer, ce que je vous propose, c'est rapidement de présenter un petit peu Singularity et moi-même, pour ceux qui ne connaissent pas nos sujets. Et ensuite, on va avoir cet échange et ces questions avec Christophe sur la transition professionnelle, qui est une question que nombre d'entre nous se posent. Moi, je me la suis posée aussi. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce sujet-là à l'honneur. Et aussi, nombre de personnes neuroatypiques sont en questionnement, les slasheurs, ceux qui veulent faire plusieurs choses en même temps, les jeunes générations. Donc la question de l'emploi est un sujet et des différents jobs qu'on occupe est un sujet vraiment majeur aujourd'hui. Et donc je suis ravie de pouvoir l'aborder avec Christophe qui en a fait un livre qui s'appelle Le jour où j'ai quitté Bill Gates. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même présenter un peu pourquoi, qui on est, ce qu'on fait. Donc moi je suis Sabrina Melastria, experte en neurodiversité au travail et autrice. J'ai créé Singularity Talent, qui est une entreprise à mission dont la raison d'être, c'est de faire de la diversité cognitive un moteur d'inclusion et de performance durable. Donc vraiment d'amener cette pensée divergente au sein d'un collectif qui est l'entreprise, l'organisation, et faire en sorte de bénéficier des modes de fonctionnement de chacun. C'est ça la neurodiversité. Donc on fait pas mal de choses. On fait du conseil, du learn, 3 piliers, learn, share, impact, de la formation, du conseil. On fait du partage, de l'échange entre pairs, parce que la neurodiversité, c'est un sujet qui est assez technique. Et on a créé la Neurodiversity Alliance qui rassemble des grands groupes et des entreprises de toute taille pour œuvrer, pour travailler avec un impact social important. Donc ça, c'est vraiment un beau réseau qui fonctionne très bien. Et puis, l'impact, parce que quand on est une entreprise à mission, il faut pouvoir amplifier ce qu'on fait. Et donc, chaque année, on organise le Neurodiversity Leaders Forum qui a lieu à la fois à Paris et à Londres. Et vous pouvez noter dans vos agendas que la prochaine session du forum se tiendra en septembre. Voilà pour les petites présentations. Sans tarder, je vais passer la parole à Christophe. On va parler de transition professionnelle, de réinvention de sa propre identité professionnelle. Donc, on va regarder un petit peu les parcours de carrière avec son expérience. Christophe, déjà bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous dire qui tu es avant qu'on creuse un peu plus cette question avec toi? Merci Sabrina. Écoute, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Et aussi bravo pour ce que tu fais. Je pense qu'effectivement, ce sujet d'inclusion finalement globale et autour notamment des personnes neuroatypiques, évidemment, est excessivement important. Je dirais qu'il y a aussi pas mal de perspectives intéressantes dans un monde du travail en plein bouleversement où finalement, avec les technologies et l'intelligence artificielle, on en vient à automatiser ce qui est standard. Et finalement, c'est les qualités différenciatrices et intrinsèques qui vont être de plus en plus importantes. Et de ce point de vue, il y a une vraie réflexion, comme tu le fais, et formation et transmission d'un certain nombre pour effectivement démystifier un certain nombre d'éléments et donner toute sa place à cette capacité de contribution qu'ont les neuroatypiques. Je ne vais pas aller plus loin, c'est un sujet que tu connais très bien, beaucoup mieux que moi, mais néanmoins, je voulais souligner aussi cette perspective-là. Maintenant, pour répondre à ta question en me présentant rapidement, je vais dire pudiquement que j'ai plus de 30 ans d'expérience pour éviter, en disant que j'ai arrêté de compter à partir de 30 ans. J'ai passé plus de la moitié de ma carrière chez Microsoft, où j'ai eu la chance de démarrer à un moment où c'était une start-up finalement. Une start-up, il y avait une cinquantaine de personnes en France. Enfin, je ne suis pas rentré dans un géant de la tech, je suis rentré dans une petite entreprise qui avait une vraie vision avec voilà, un monde du PC et du micro-ordinateur qui allait émerger dans les années 90, puisque je suis rentré chez Microsoft en 1988, hein, ça fait mal. Et donc, j'ai eu cette chance de rentrer dans une boîte en pleine croissance qui a
qui m'a donné beaucoup d'opportunités, voilà, de développer dans des fonctions de management, d'aller à l'international. J'ai travaillé à Tokyo, à Singapour, où j'ai dirigé l'Asie du Sud. Et puis, je suis revenu en France en tant que président de la filiale française au début des années 2000, de 2001 à 2005, très précisément. Et il y a donc une vingtaine d'années, j'ai décidé de quitter Microsoft parce que j'avais envie un peu de voler de mes propres ailes, de mesurer l'impact de ce que je faisais, que j'avais un côté un peu Gen Z avant l'heure, si je puis dire. Je ne me voyais pas passer 30 ans dans la même entreprise et que j'ai profité d'une opportunité pour prendre un job qui était président du directoire du groupe Altran. Donc, j'étais dans une démarche, je dirais, ascensionnelle de carrière. Mais là, rien ne s'est passé comme prévu et j'ai eu voilà, j'ai dû quitter au bout de 18 mois et avec un gros échec marqué sur le front. Et j'ai mis un peu de temps avant de me réinventer. On y reviendra dans un instant. Et pour reprendre la direction d'une PME, finalement, qui s'appelle NetGem, qui est une société qui fait des solutions de télévision pour les opérateurs télécoms, que j'ai internationalisé, ce qui m'a amené à me relocaliser à Singapour. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de passer du côté investisseur et conseil, en travaillant à la fois pour un fonds d'investissement qui s'appelle Seven2, qui est un gros fonds de private equity en France, et également d'avoir une activité de business angel, de start-up. Ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai une activité de slasher, on peut dire aujourd'hui, et avec pas mal d'activités en parallèle. Mais surtout, j'ai observé avec la propre difficulté que j'ai eue pour me réinventer et aussi l'observation que j'ai pu avoir au travers des sollicitations d'un grand nombre de personnes qui me demandaient mon avis dans la mesure où j'avais été un peu pionnier en passant hors du monde corporate à l'âge de 44 ans. J'ai eu après tous ceux auxquels c'est arrivé à 47, 48, 50, 55 qui me sollicitaient en me demandant un peu comment, faisant part de leurs propres projets, détresse, problèmes. Et j'ai pu mesurer à quel point cette problématique de réinvention après le monde corporate que moi j'avais eu du mal à faire, elle était généralisée et qu'elle devient un véritable enjeu de société, alors que on a en France une retraite qui sera de plus en plus lointaine et en tout cas et probablement réduite dans son montant puisque c'est un système qu'on n'arrivera pas à réformer. Et donc, comme parallèle, les entreprises se séparent de très nombreux quinquas, voire même cadras parfois, et qu'il est très difficile pour eux de rebondir dans le monde corporate parce que la discrimination par l'âge est probablement une des dernières discriminations qu'on peut ouvertement annoncer. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un, tu es trop vieux pour le job. Et qu'il y a beaucoup de biais, beaucoup de supposés sur ce qu'on appelle les seniors, en tout cas les cadres expérimentés avec plus de 20 ans d'expérience, et que j'ai voulu écrire ce livre avec un objectif d'alerte vers les cadres pour leur dire vous devez anticiper en amont, même quand tout va bien, parce que vous aurez, c'est it's not if but when, comme on dit en anglais, ce n'est pas si, mais quand vous aurez à vous réinventer, parce que votre retraite elle sera lointaine, elle sera probablement insuffisante, surtout pour ces générations qui, contrairement aux précédentes, ont à assumer des enfants à l'école et parfois des parents en difficulté. Et puis, alerter aussi les entreprises sur le rôle qu'elles ont à jouer, dans la façon dont elles abordent la population des plus seniors et dans le fait qu'elles doivent les aider à préparer le futur, à améliorer leur employabilité, parce que c'est bon pour elles, pour les personnes et pour la société, parce que c'est des compétences qu'on arrivera mieux à mobiliser pour l'économie en général. Et là, tu évoques, merci pour ta présentation, pour cette intro. Là, ce que tu évoques, c'est que toi, à un moment donné, quand tu es parti, quand tu as quitté ces grands groupes-là, c'était pour un autre grand groupe aussi. Et ensuite, ton chemin, il est allé un petit peu, voilà, c'est la vie qui t'a un petit peu aussi mené à d'autres horizons. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui je pense que l'histoire on rentre dans une entreprise, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui le font et qui arrivent à maintenir leurs collaborateurs longtemps avec des durées de vie en poste assez longues, ça, on en avait parlé. Donc, il y a peut-être
une revisite de cette approche-là qui vise à dire un collaborateur reste 25 ans dans une entreprise, 30 ans, il va faire toute sa carrière. Et toi, ce que tu évoquais, c'est l'employabilité, c'est-à-dire faire en sorte d'être toujours en lien avec ce qui se passe en dehors de l'entreprise et de ne pas s'enfermer à l'intérieur. Et après, il y a la question de se dire, je suis, alors il n'y a pas que les grands groupes, il y a des gens qui sont salariés de plein d'entreprises, mais il y a aussi, je quitte une sécurité, quelque chose qui m'apporte quand même du confort, et je prends un risque. Et ça, toi, quand tu l'as fait, quand tu as quitté Microsoft, comment tu l'as vécu ce moment de dire, je suis quand même bien, ça va, je pars. Comment j'évalue ça? Déjà, qu'est-ce que toi, tu te disais et comment toi, tu as vécu la réalité? Parce qu'évidemment, il y a toujours Ouais. Bon, après, chaque cas est unique, mais en l'occurrence, mon driver pour moi de ma décision, c'était vraiment, j'étais dans une dynamique de succès, dans une boîte qui marchait très bien, mais je me voyais plutôt capitaine d'un bateau qu'officier d'un grand navire. Et plus la boîte grandissait, plus elle se centralisait, plus il y avait des process. Et moi, je suis un homme de terrain, j'avais envie d'être auprès des équipes et puis d'avoir plus d'autonomie finalement. Et donc, je me suis dit, j'ai déterminé que ma vision, c'était être CEO d'une boîte et pas. Parce que bon, voilà, vous dites, je suis CEO de Microsoft France, mais vous n'êtes pas CEO du tout. Vous êtes patron d'une business. Vous êtes patron de, je sais pas quoi, de Exxon en Europe ou de BNP à Singapour. Vous n'êtes pas CEO. Vous êtes patron d'une business unit assis sur un corporate qui existe, qui vous donne des directions et vous apportez une valeur ajoutée. Bien sûr que c'est important et c'est un super job et c'est très bien. Mais à un moment donné, moi, j'avais envie de mesurer mon impact personnel. C'est pour ça que je disais en plaisantant tout à l'heure, j'avais côté un peu Gen Z avant l'heure. Et donc, j'ai déterminé que je voulais être CEO d'une entreprise. J'ai eu cette opportunité de rejoindre le groupe Altran, dont on m'a présenté qu'il était guéri d'un certain nombre de problèmes qu'il avait eus. Et en fait, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu, ce que je raconte dans le livre. Et à la suite d'une révolution de palais, je me suis retrouvé sur le carreau parce que mal préparé à ce monde, à être CEO d'une boîte versus patron d'une business unit d'une entreprise globale, d'une boîte cotée en plus, de la gestion du board, de la gouvernance. J'étais mal préparé à ça et je me suis laissé. J'étais un peu naïf par certains côtés et finalement, j'ai fait un très bon job de COO, mais pas de CEO. Puis je me suis retrouvé, j'ai dû partir. Et là, je me suis retrouvé du jour au lendemain. Excuse-moi, je t'interromps parce que la dimension que tu rajoutes, c'est important pour une raison. Moi, je fais un parallèle avec, par exemple, les personnes neuroatypiques qui souvent mettre de côté l'aspect politique. Et justement, tu dis, ouais, c'est assez fréquent si tu veux. C'est OK, le boulot, je suis très orientée objet, fonction, voilà ce qu'il faut faire, j'ai la vision, etc. Mais quand il faut voir l'écosystème, positionner des pions et jouer aux échecs, c'est pas forcément très inné. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est un vrai pain point, enfin, un vrai point de difficulté en général pour plein de gens, mais particulièrement pour les personnes singulières. Et comment tu as appris cette partie-là? Tu vois, tu disais de COO à CEO. La marche, c'est la partie politique, c'est la partie un petit peu jeu d'échecs. En fait, ça permet de rebondir. Parce que dans une grande entreprise cotée, le CEO, il a d'autres parties prenantes qu'il ne doit pas ignorer. Quand on vient d'une grande entreprise corporate, je dirais, on a des boss auxquels on fait du reporting et on a des clients. Je simplifie. Là, il y a d'autres éléments qui viennent en jeu, les actionnaires. Et je ne l'avais pas forcément bien identifié au sens d'une entreprise cotée. Ça veut dire que la façon dont on communique tous les trimestres, dont on prend des objectifs, dont on manage les attentes du marché. Je n'étais pas forcément préparé à ça et je n'ai pas été forcément. On m'a aidé, mais j'ai peut-être pas eu. J'ai pas forcément pris la conscience de tout ça. Je pense que je manquais aussi de compétences financières. C'est un élément aussi important quand on dirige une boîte, ou aussi quand on va dans le monde plus entrepreneurial. En fait, il faut avoir des bases financières. Sabrina, tu as créé ton entreprise, tu as des problématiques de cash, tu as des réflexions, tu dois réfléchir éventuellement à lever des fonds.
où on rejoint le monde des startups, ben on va devoir comprendre ce que c'est qu'un investissement en equity, une dilution, tout un tas de choses. Et donc, je pense que le plus tôt on se prépare en amont à ce genre de choses, le mieux c'est. Donc, je dirais qu'on est un monde plus entrepreneurial, des compétences financières. Mais pour revenir plus spécifiquement à Altran, c'est aussi l'élément. J'avais aussi un conseil d'administration et en fait qui m'a recruté. Sauf qu'il y a eu tout un tas de problèmes que je raconte dans le livre. Et finalement, je me suis retrouvé avec un conseil d'administration complètement renouvelé, qui ne m'avait pas recruté, et avec un président du conseil qui voulait prendre mon job. Et en fait, je n'ai pas du tout fait. J'ai un peu ignoré ça. Je me dis, je vais faire un bon boulot. Je vais développer les opérations, etc. Je vais faire restructurer la boîte. Et tout ça, finalement, s'est développé assez correctement. Mais en fait, voilà, j'ai été mis dans un corner et finalement, j'ai dû décider de partir. Et le président a bien sûr pris le rôle de président directeur général. Et il a pris le pouvoir dans la boîte comme il le voulait. Et donc, j'ai négligé la partie politique du board, très certainement. Je n'ai pas du tout porté attention, passer du temps, les envoyer à déjeuner, etc. Tout ça, c'était un peu… je ne dis pas que c'est forcément… Aujourd'hui, je suis administrateur d'une entreprise cotée qui a des valeurs extrêmement saines, qui s'appelle Wavestone, avec des dirigeants formidables et la relation avec le board est extrêmement saine. Là, c'était un environnement beaucoup plus politique, beaucoup plus compliqué et sur lequel je suis tombé vraiment sur un os bien difficile en tant que rookie dans le job, si je puis dire. Et bon, voilà. Après, j'ai fait plein de choses, j'ai aucun regret. C'est juste j'avais fait le mauvais choix. C'est intéressant comme apprentissage aussi, cette dimension-là, tu vois, que tu as rajouté du coup à ton arc en apprenant sur le terrain, dans la vraie vie. Exactement. Et après, plus tard, j'ai dirigé une boîte cotée, mais qui était une PME, et j'étais évidemment comme un poisson dans l'eau. C'était un sujet un peu plus petit, et dans un environnement où j'avais appris et compris, et ça a été évidemment, ça ne m'a pas effrayé du tout de le faire à ce moment-là. Et quand du coup, tu as eu donc tu es encore dans le grand groupe avec Altran, tu as cette compréhension, ce truc que du coup, tu n'as pas forcément voulu, mais plutôt subi une situation. Comment tu t'atterris après ça? Comment tu le vis, tu vois, En fait, c'est difficile parce que moi, j'avais un parcours de bon élève. J'avais fait une grande école, j'étais rentré chez Microsoft. Les grandes boîtes, c'est souvent des écoles un peu. D'ailleurs, on parle d'école Xerox, l'école HP, l'école L'Oréal, l'école Procter, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme à l'école. On a un institut, c'est le chef, on a des bonnes notes, on est récompensé par des bonus, des augmentations et on monte les barreaux de l'échelle. Et donc, chez Microsoft, j'ai continué ascensionnel sans problème. Donc, pour moi, je dirais l'équation travail, implication, récompense fonctionnait évidemment très bien. Et finalement, tout d'un coup, je bossais beaucoup. Je suis d'une génération où on acceptait un certain sacrifice, y compris en bossant le week-end, etc., pour pouvoir continuer à jouer le jeu et faire que ça en avance dans les entreprises. Je ne dis pas que c'était bien, mais c'était comme ça à l'époque et ça a certainement changé, c'est très bien. Mais donc, je me suis retrouvé après 20 ans, les 17 ans chez Microsoft, les 2 ans chez Altran, hop, plus rien à faire. Parce que moi, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire que je raconte la scène où justement le fameux président me met en minorité au conseil sur une décision. C'est assez violent. Je le vois dans son bureau. Il me dit rien. Il me dit voilà les coordonnées de mon avocat. Et voilà les coordonnées de l'avocat. Faut négocier votre sortie. Voilà. Et je suis parti immédiatement. Je n'ai jamais remis les pieds dans l'entreprise. C'est une assistante qui m'a gentiment apporté mes affaires dans un café à 500 mètres. Enfin, je veux dire, c'était violent. Mais surtout, ce qui était violent, c'était de se retrouver à un agenda vide. Et finalement, très rapidement, la chose, et encore une fois, je ne veux faire pleurer personne, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais dans des conditions favorables, j'ai eu un golden parachute, tout ce qu'on veut, etc. Donc, je veux dire, je mesure la difficulté que représente d'avoir en plus cette pression financière que je n'avais pas. Donc, j'avais du temps devant moi. Mais malgré ça, et peut-être à cause de ça aussi, d'une certaine façon, j'avais à répondre à la question la plus angoissante qui était « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?»
Bon, je ne pouvais pas revenir CEO d'une boîte parce qu'il y avait un échec, donc c'était en France particulièrement, c'est compliqué. Il fallait que je me réinvente. Et là, j'avais du mal à retrouver, psychanalytiquement, on pourrait dire, un désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'était probablement la plus grosse angoisse. C'était dur de se dire, mais il y a un univers des possibles très large. À part retourner au CEO d'une grande boîte, je pouvais retourner dans un COMEX, mais franchement, j'ai passé des entretiens, j'ai avancé, hein, et puis au moment où on me disait non, c'était un soulagement. Donc ça veut dire que j'avais pas envie en fait de me retrouver dans un COMEX. Ça n'avait pas le même goût que Microsoft. Quand tu as été patron de Microsoft en France, tu ne vas pas aller être directeur commercial d'IBM, si tu veux, ou même dans un autre secteur. Bon. Après, je pouvais recréer une boîte, mais je ne savais pas trop quoi faire. Travailler des startups, alors j'ai fait plein de choses. J'ai même fait une aventure politique, puisque j'ai aidé Jean-Christophe Fromentin à gagner la mairie de Neuilly, ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était une vraie expérience de leadership. Diriger une campagne, ce que j'ai fait à ses côtés, où on est parti à 4 dans une cuisine, avec l'ambition de prendre la mairie à Nicolas Sarkozy, qui n'était plus maire parce qu'il était président de la République, il était quand même très, très prégnant dans la cité, avec une UMP à l'époque ultra dominante. On est parti vraiment en disruptant, avec une expérience presque, même si c'est plus à la mode, macronienne, c'est-à-dire qu'on a créé une société de la liste de la société civile. On a tout renversé. On s'est retrouvé convoqué 2 fois à l'Élysée, je raconte ça dans le livre, et finalement on a gagné. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est quand même une démocratie. Et je me suis retrouvé premier adjoint à la mairie. Ce que j'ai fait, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même pas. C'est sympa d'être premier adjoint d'une mairie, mais le monde politique, c'est un monde, j'ai décrit ça dans le livre aussi, très, très dur. Et je me suis dit, ben non, c'est pas ça, il faut que je me. Et c'est là où finalement, j'avais complètement flouté mon CV. Alors là, les gens pensaient que je fais de la politique, j'avais fait d'autres trucs. On était maintenant près d'1 an et demi après être parti. J'avais fait plein de choses, mais rien vraiment dans lesquels je m'étais engagé vraiment, peut-être à part la politique, où finalement ça avait eu un vrai succès, mais où ce n'était pas forcément la direction que je voulais prendre. Et c'est là où j'ai pris une coach qui m'a aidé à faire cet exercice, finalement, on ne l'a pas appelé comme ça exactement, mais ça revenait à ça, de trouver son ikigai. Hein. Donc l'ikigai, je l'ai là. Attends, comment je peux le présenter? Ça se voit? Oui, vous le voyez? Oui, on le voit. Voilà, donc très bien. Voilà, mets-le en comme c'était bien. Vous le voyez? Oui, voilà, très bien. Ah, super. Ah, tu manipules ça parfaitement. Donc, je suis impressionné. Et en fait, vous savez, enfin, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, ça consiste à dresser 4 cercles. Ce que vous aimez, c'est-à-dire vos passions. Ce en quoi vous êtes doué. Ce en quoi vous êtes doué, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce qui est monétisable. Parce que vous voyez, moi, vous aimez particulièrement une activité, mais vous pouvez ne pas être doué dedans. Moi, par exemple, c'est le golf. Mais vous pouvez être doué dans quelque chose, avoir un tempérament artistique, mais bon, c'est difficile à monétiser. Donc, il faut quand même prendre l'aspect monétisation. Et puis, ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire quelque chose qui a du sens, etc. Et ce qui est à l'intersection de ces 4 cercles, c'est l'ikigai. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le job que vous allez faire demain, mais c'est un peu une étoile polaire qui peut déterminer ce vers quoi vous devez aller. Quand j'ai fait l'exercice avec la coach, on est arrivé à déterminer que ce qui était à l'intersection de tout ça pour moi, à ce moment-là de ma vie, parce que l'ikigai, il change, mais à 45 ans, 47 ans, c'était de reprendre la direction d'une PME, c'est-à-dire d'une entreprise plus petite, avec une dimension internationale. Et j'ai eu cette chance de rencontrer NetGem, et qui cherchait un DG à l'époque, avec un président fondateur. Donc, j'ai surtout j'ai commencé par une activité de conseil au début, à temps partiel, pour m'assurer que j'allais être bien avec ce président-là, qu'on allait bien, parce que souvent, travailler avec un fondateur, c'est difficile, parce que le fondateur, c'est celui qui a créé la boîte, qui l'a sorti de 0 à X, et qui parfois, et c'est pour ça que souvent elle se heurte à des plafonds de verre, n'a pas
peut peut-être dire ah oui, je vais recruter un DG, mais il n'a pas envie vraiment de lui laisser les rênes. Et on a des milliers d'histoires de fondateurs qui tuent le successeur. Et donc, je voulais être sûr que ça se passe bien. Et puis, au bout de 6 mois, on a déterminé que ça se passait très bien. J'ai pris la direction générale, j'ai internationalisé la boîte, j'ai signé des gros contrats dans le monde entier, y compris en Australie, ce qui m'a donné une très bonne occasion de retourner à Singapour vivre pendant 5 ans, de 2013 à 2018, et de revenir en 2019 en France, à ce moment-là, en déterminant que mon ikigai, c'était plus d'être patron opérationnel de boîte, parce que bon, c'est un peu épuisant, surtout d'entreprise cotée. Et c'est là où j'ai décidé de passer du côté investisseur et conseil. Et aujourd'hui, mon ikigai, c'est ce que je fais en ce moment, c'est de partager, de transmettre et d'être vis-à-vis des entrepreneurs avec qui je suis en deuxième ligne. C'est-à-dire, j'ai plus les ennuis opérationnels au quotidien, mais je suis plus dans un rôle d'investisseur et de conseil. J'ai quand même des billes, donc j'ai un intérêt à ce que ça fonctionne. Je peux, dans certains cas, avoir une démarche de facturation, de conseil, mais je suis vraiment là pour faire réussir un projet, mais en deuxième rideau. Et comment tu as réussi justement déjà, donc tu as fait cet exercice un peu de repositionnement, c'est-à-dire que souvent on est formé dans notre vie à prendre un job, etc., mais on ne se pose pas la question du petit fil entre nous et ce travail. Qu'est-ce qui nous relie à ce travail finalement par rapport à nous? Et donc, tu as fait ce travail de réalignement pour te dire, bon, voilà ce que j'aime. Donc, tu t'es reconnecté à tes envies, tes désirs, tes besoins et que tu as confronté au marché quelque part aussi. Ça, c'est un premier élément qui est important. Mais de l'autre côté, il y a la légitimité. C'est-à-dire qu'on est quand même vachement sur l'expérience qui fait la légitimité. Quand tu as redéfini ton ikigai en te disant, bon, je vais être conseiller, je vais aller dans l'investissement, etc., tu vois, là, tu redéfinis un peu plus ton identité professionnelle. Comment tu arrives à asseoir ta légitimité personnelle là-dedans? Quand ton ikigai, il est plus trop connecté directement, parce qu'il y a toujours un lien avec l'expérience professionnelle, hein, mais tu vois aussi directement que j'ai été DG, je suis DG. Là, j'ai… en fait, tu touches à un point qui est essentiel, qui est ce que j'appelle l'employabilité, c'est-à-dire cette réflexion qu'on peut avoir sur essayer d'avoir une analyse objective, de self-assessment pour parler français, donc d'auto-évaluation, qui consiste à dire bon, c'est quoi mon cocktail de compétences, de savoir-faire, d'expertise, de soft skills, et de dire finalement ce cocktail-là, comment je peux le réappliquer dans un contexte différent. Donc moi, si tu veux, vis-à-vis d'un fonds d'investissement, je ne suis pas venu en leur disant je suis un Mozart de la finance. Pour reprendre l'expression. Ça peut marcher. Mais moi, en l'occurrence, je sais que ce n'est pas mon forte, puis pas mon goût non plus. Par contre, le fait d'avoir une expérience de grand groupe et une expérience de PME et de petites entreprises fait que je leur ai dit je peux me mettre dans les chaussures d'un patron de PME et l'aider à scaler, c'est-à-dire finalement le patron de PME qui a une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, qu'on va en faire 500, puisque c'est ça dont on parle, il faut changer de dimension sur un certain nombre de sujets. Donc, il faut déjà que lui, et souvent entre l'intention et l'action, il y a un frein, on va dire, imaginons qu'il ait vraiment cette volonté-là. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut recruter de nouvelles personnes, il faut avoir une réflexion sur le développement international, il faut développer de nouveaux go-to-market, de nouvelles façons de vendre les produits, de réfléchir à la roadmap, comment on l'a fait évoluer, etc. Donc, ces plans de transformation, les fonds eux-mêmes, qui sont des financiers essentiellement, ils ont besoin de personnes sur lesquelles s'appuyer pour aider, être un aiguillon, une oreille attentive de temps en temps, un go-between entre le fond et… c'est à la fois pour dire au fond, attendez, vous lui en demandez trop, c'est juste pas possible. Et de temps en temps, dire aux dirigeants, attends, là tu déconnes, il faut que tu changes telle personne, elle n'est pas forcément au niveau, ou il faut que tu réalloues tes priorités dans ce sens-là et donner des conseils sans avoir évidemment… en étant clair sur le fait qu'on n'est pas là pour prendre sa place et établir cette relation de confiance. Et donc, moi, j'ai redéfini mes compétences que maintenant, je peux les mettre au service de projets entrepreneuriaux en étant capable, en ayant travaillé pour des grandes boîtes, de voir ce que c'est qu'un système de management global,
mais sans venir en lui disant je vais l'appliquer sur la pauvre PME qui va… Ouais, c'est le McKinsey qui déboule dans la PME et qui la tue parce qu'on lui impose des trucs, des matrices à multidimensions. Non, c'est pas ça. En ayant moi-même été patron de PME, je suis censé avoir une empathie et une compréhension de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc, tu capitalises vraiment sur ton expérience. Elle n'est pas perdue, mais elle est valorisée, elle est mise au service de quoi? D'un nouveau métier, d'une nouvelle posture professionnelle. Et d'une nouvelle posture, mais qui n'est pas évidente. C'est une posture où il ne faut pas être… Moi, j'étais très clair dans ma tête. C'est vrai que, bon, maintenant, je veux dire, quand j'ai commencé avec Seven2 il y a 6-7 ans, la première mission qu'ils m'ont donnée, qui était de coach, c'était un contexte où un directeur devenait directeur général et il y avait un DG qui devenait chairman. Donc, il fallait qu'il prenne toute sa place. Et le coacher, c'était la première chose, c'était la première demi-heure, ça a été leur rassurer sur le fait que je n'étais pas là pour prendre sa place, que c'était une boîte logicielle, etc. Donc, ils pouvaient se dire, oh là là, et moi, je lui dis, attends, dernière chose que je veux, c'est reprendre un job opérationnel au quotidien. Donc, et je pense que j'ai été assez convaincant. Une fois écarté ça, je lui ai dit, voilà, j'ai été un sparring partner, alors que finalement, il était dans une relation quasi filiale avec celui qui était devenu chairman. Il fallait qu'il s'émancipe et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette mission, par exemple. Et tu t'es plus identifié, tu sais, aujourd'hui, maintenant que tu as cette expérience-là, tu m'avais dit un truc que j'avais trouvé intéressant, c'est plutôt être, alors je ne vais pas spoiler ta petite accroche, mais je la trouve hyper intéressante, plutôt néo que ex par rapport à tes expériences, c'est-à-dire quand tu redéfinis ton identité professionnelle, par exemple, je prends l'exemple de certaines personnes qui sur leur profil LinkedIn mettent ex quelque chose. Et ça, je me dis, tu n'es pas… Enfin, moi, à chaque fois, j'ai cet effet un peu surprenant, c'est que mon identité, elle est définie par rapport à l'entreprise où j'ai travaillé. Et moi, j'ai travaillé dans une entreprise, une maison, comme on dit, qui a une très, très forte empreinte auprès des gens, qui a une aura qui dépasse les salariés qui la composent, c'est Chanel. Et donc, c'est vrai que la dissociation de l'entreprise pour laquelle tu travailles pour définir ton identité, quand tu la quittes, tu bénéficies peut-être davantage d'une aura, et après tu pars et qu'est-ce que tu es après et j'en avais parlé, mais je me souviens à cette époque, quand j'ai annoncé à certaines personnes, j'étais à un dîner et je leur ai dit, voilà, moi j'envisage de changer de carrière aussi, je quittais Chanel pour faire autre chose, pour faire ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Eh bien, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, qui était un jeune homme qui avait quitté un grand groupe et qui n'avait pas réussi sa transition. Et il m'avait regardé, alors il n'était pas si jeune que ça, et il m'a dit, prépare-toi, tu vas devenir personne. Et moi, je me disais, mais certainement pas. Mais est-ce que tu vois, tu l'avais évoqué, cette question de comment je me redéfinis, indépendamment, même fort de mes expériences, mais indépendamment de ces étiquettes et de ces labels, et comment je suis légitime sans ça. Oui, non, mais c'est sûr que si tu veux, je l'ai observé aussi. Il se trouve que quand j'étais premier adjoint pendant un certain temps à la mairie de Neuilly, venaient me voir des personnes qui étaient en transition professionnelle, qui étaient parties volontairement, parfois volontairement, en disant bah, tiens, voilà, je suis directeur des achats, j'en sais rien, chez Total, et je vais faire du conseil. Et puis en fait, rien ne se passait comme prévu. Entre la vie rêvée du consultant et puis le fait de s'appeler Christophe Durand sur la carte de visite et où il n'y a plus le logo Total, comme par hasard, et donc j'ai mesuré à quel point ce logo nous définissait aussi, non seulement professionnellement, mais parfois aussi personnellement. Je veux dire, je sais pas, tu travailles chez Sanofi ou chez Pfizer, ce week-end, lors du dîner, on va te poser la question sur où est-ce qu'on en est du prix des médicaments, Trump a dit ça, etc. Voilà, ou on va te parler de l'ARN messager, ou alors tu es chez Peugeot, on va te parler de la voiture électrique, bien sûr chez Meta, Microsoft, machin, de tous les problèmes liés. Donc quelque part, ce logo, il nous définit professionnellement, mais souvent aussi personnellement. On est identifié dans sa vie, dans son cercle amical, familial, et une certaine partie du prestige de l'entreprise se reflète sur nous. C'est-à-dire que je suis patron de Microsoft en France, je peux me prendre pour le Bill Gates local.
Attention, c'est dangereux. Je l'ai vu aussi dans ma vie d'expatrié sur des dirigeants à Singapour, patrons de la zone Asie du Sud pour des grandes marques et qui se prenaient à voiture, chauffeur, jardinier, etc. Bon, attention, parce qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête. Et cette addiction ou cette intoxication au logo, il faut en profiter. Il y a des avantages, c'est sympa. Mais attention, il faut avoir une hygiène de recul. En tout cas, moi, je l'avais toujours. Je me disais toujours, attention, tous ces avantages-là, ils sont parce que tu es président de Microsoft et le jour où tu ne l'es pas, ça disparaîtra. Et donc, j'avais toujours eu du recul et ça ne m'a pas fait beaucoup de mal, je dirais. J'ai constaté que c'était évidemment plus difficile parce que tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent moins. Mais je pense que quand on est dans un grand groupe avec une grande marque, qu'elle soit sociétale ou B2C, luxe, bon, et il y a beaucoup de marques, y compris à impact sociétal. Je veux dire, vous travaillez pour la première chaîne d'EHPAD en France, ça vous définit aussi, on va vous interroger. Donc, quelque part, vous vous muez en ambassadeur de l'entreprise. Donc, Ou une association. Je travaille pour la Croix-Rouge, je suis quelqu'un de bien. Ah ouais, il y a aussi ce genre de. Il peut même y avoir cet aspect-là, comme tu dis. Ouais. Absolument. Et donc, c'est aussi un vrai facteur de motivation, de positionnement. Et je pense que c'est très, très important de l'avoir en tête pour éviter de grandes désillusions. Et ça fait partie, là, si tu affiches le slide, je ne sais pas si vous le voyez, des conseils que je donne en disant, et avec cette notion de dire, finalement, il faut l'anticiper. Qui que vous soyez, probablement à 95%, les carrières de 40 ans, c'est fini. La retraite, alors évidemment, vous pouvez dire, bon, je suis blindé de stock options et donc j'aurais pas besoin de travailler, mais c'est pas, je pense que c'est une minorité. La réalité, c'est que tout cadre aujourd'hui qui aujourd'hui est dans la quarantaine doit se dire qu'à un moment donné, dans les 10 ans qui viennent, il quittera probablement, volontairement ou involontairement, et qu'il faudra se réinventer dans un monde plus compliqué et où malheureusement, et moi je travaille à ce que les biais sur les personnes plus expérimentées disparaissent. Je le fais au travers de la plateforme Noldy, la KNOWLDY, avec une femme qui s'appelle Mathilde Tillet-Duboulet pour essayer vraiment d'éradiquer ces biais, mais malheureusement, ils risquent de continuer à exister. Et donc, c'est pour ça que je dis finalement, c'est quoi les conseils à donner pour éviter que la transition soit périlleuse, qu'elle aura lieu? C'est de cultiver son réseau. Je me vu trop de gens. Je me permets juste de t'interrompre, Christophe, là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grands groupes, mais c'est une petite partie des salariés. Le plus gros employeur en France, c'est les PME et les petites structures. Mais ce que tu dis là, ça s'applique un peu à tout le monde, parce que c'est dès l'instant où on s'enterre, entre guillemets, dans un poste. Alors, les jeunes générations, effectivement, elles ont un dynamisme par défaut. C'est le mouvement du slashing, qui est de dire, bon, moi, le CDI, c'est pas forcément la seule option. Il y a d'autres opportunités, je peux faire du mi-temps, du freelance, etc. Donc ça, c'est un aspect. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent au sein de PME, de structures plus petites, et ça s'applique tes conseils aussi à ces personnes-là, dès lors qu'on doit toujours garder une forme de dynamique, de transition, de mouvement, qui est le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde d'incertitude où en fait on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Et donc je voulais juste un peu remettre un peu ça aussi, de dire ça ne s'applique pas qu'aux grands groupes, parce que le monde n'est pas fait que grands groupes, parce qu'on a cette expérience et cette valence qu'on partage et que beaucoup partagent aussi, mais ça s'applique vraiment à tous les types d'emplois dès lors qu'on est dans une organisation et qu'on doit se réinventer. Quand on est dans une organisation longtemps, il y a une sorte, souvent c'est un peu je parle du cocon. Alors évidemment, toujours parler d'un cocon, on va dire, attends, je travaille dans une boîte, il y a des objectifs, machin, mais on ne se rend pas compte. Quand on sort, on se réalise que, oui, la problématique, quand on travaille dans une très belle PME ou dans un grand groupe, il y a des services financiers, il y a une structure juridique, on ne se demande pas si on va être payé à la fin du mois, on ne se demande pas si ses collaborateurs vont être payés. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on prend pour un acquis qui n'est pas forcément le cas quand on se retrouve dans le monde plus entrepreneurial. Dans le livre, j'utilise la parabole, je fais le parallèle avec la fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup et le chien, où finalement je dis, quand on est dans un cadre,
d'une entreprise, on est un peu un animal domestiqué, c'est-à-dire qu'on a une zone d'autonomie, mais elle est bien définie. Quand on est en dehors du monde de l'entreprise, ben on se retrouve plus, il faut retrouver une forme d'instinct sauvage pour pouvoir saisir les opportunités, être plus à l'affût, plus dans des techniques de rebond, de slashing. Et donc, c'est plus dur de ce point de vue-là. Après, il y a d'énormes satisfactions comme l'énorme sentiment de liberté, d'accomplissement. Enfin, bien sûr qu'il y a énormément de choses et d'impact personnel. Mais je veux dire, il faut s'y préparer. D'où les conseils que je donne, si tu veux, sur la transition en disant il faut cultiver son réseau et en amont. Parce que on voit des personnes arriver à 50 ans en disant bah, j'ai 800 contacts, dont 750 dans la boîte dans laquelle je travaillais. Et en fait, les contacts extérieurs que j'ai eus, je ne les ai pas forcément développés intuités personnels, je les ai développés avec mon logo. Résultat, quand j'ai plus le logo, j'existe plus. Or, on a tous dans notre réseau des gens avec qui on peut établir une relation un peu plus personnelle et qui seront autant de points d'appui pour le futur. Saisir les opportunités de formation. Il y a quand même énormément d'opportunités de formation qui sont, bah, quand on est dans la machine à laver, tu étais chez Chanel, machin, tu n'as pas le temps d'aller faire une formation, un truc, alors qu'en fait, il faut le prendre. Il faut réfléchir à l'employabilité, ne pas se confondre avec le logo, on a parlé. Réfléchir à qu'est-ce qui nous fait vibrer et comment je construis cette employabilité pour quelque part répondre à mon ikigai dans le futur. Donc, cette réflexion proactive sur l'employabilité, il ne faut pas la laisser à l'entreprise. Il ne faut pas compter sur la DRH pour le faire. Et tu as raison, c'est quelque chose que les nouvelles générations, elles ont plus de façon native, si je puis dire, mais où les générations, que ce soit Gen X ou Gen Y, ont moins, qui est de dire, attends, je dois me saisir de cet actif qui est l'employabilité, comment je le travaille. Et après, on affine son ikigai, on a une réflexion aussi une réflexion réaliste sur le temps qu'on a pour rebondir et comment on adapte ses stratégies par rapport à ça. On ne crame pas son réseau. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je suis tombé de l'armoire. Là, je me suis retrouvé, je me suis agité. J'ai contacté plein de gens, y compris des personnes qui avaient des hauts postes que j'avais eu la chance, effectivement, de rencontrer. Mais on va les voir en leur racontant nos malheurs sans avoir un projet précis. Résultat, on se met une étiquette loser sur le front, alors qu'en fait, on ferait mieux de ne pas s'agiter et de dire il y a 4-5 personnes, là, je sais qu'elles pourront m'aider, mais je vais venir les voir avec un projet précis, une demande, une aide bien formulée, plutôt que de venir raconter ah, c'est dur ce qui m'est arrivé. Bah, vous allez avoir une oreille attentive, mais ça va mener nulle part et vous n'avez certainement pas 2 occasions de la rencontrer. Ne pas hésiter effectivement à se faire coacher et puis faire confiance à ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire finalement le fait d'être un néo et pas un ex, c'est-à-dire de ne pas traîner comme un sac à dos, je suis un ex-Chanel, je suis un ex-Microsoft. Alors, bien sûr que c'est un plus, de le prendre comme quelque chose de positif, mais accepter d'aller à des réunions sans y parler, sans avoir de coupe-fil, faire confiance aux opportunités qui naissent des rencontres et des discussions. Et pour ça, il faut regarder les choses avec un certain appétit, une ouverture, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être un néo et pas un ex. Et je reprends le point du réseau. Souvent, le réseau, on a l'impression, moi j'entends toujours faire du networking, etc. En réalité, je ne sais pas ce que tu en penses quand tu veux développer ton réseau. Tu vas dans un événement qui t'intéresse. Généralement, c'est mieux, pas un truc qui ne t'intéresse pas. Donc déjà, peut-être de sortir de sa zone de confort. Moi, je sais que je l'avais fait sans le vouloir parce que je n'avais pas le choix. J'étais sur un sujet qui était tellement en explosion, la data, que j'étais obligée d'être partout à essayer de comprendre ce qui se passait dehors. Donc, j'ai, sans le vouloir, cultivé un réseau, mais un réseau d'affinité. Donc, moi, c'est quelque chose que je pousse beaucoup chez les personnes, c'est aller à des événements, alors peut-être avec votre logo, mais garder les contacts de ceux avec lesquels vous avez des affinités. Est-ce que toi, parce que c'est ceux généralement avec lesquels tu connectes, et quand tu évolues dans ta vie, généralement, le logo, c'est pas très important, c'est la personne. C'est ce que je disais, c'est établir une relation plus intuitive personnée, une relation avec Sabrina Ménastria, pas avec la responsable Chanel. Et ça, on a cette occasion parce que des gens avec qui on a une affinité, on peut parler de choses, enfin voilà, comme on le fait dans
dans le networking ou même au cours d'un déjeuner avec un client ou avec un partenaire. On apprend à mieux se connaître, on a des affinités et c'est des relations qui après, on passe un coup de fil en disant tiens, est-ce que tu pourrais me mettre en contact telle personne dans telle boîte, je sais que tu la connais, il va aider. Mais ça veut dire aussi soi-même, dans le fait de cultiver le réseau, c'est d'être ouvert à des demandes. Parce que comme toujours, j'ai une banalité que tout le monde raconte sur les réseaux en disant il faut donner pour recevoir, mais malgré tout, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Donc, savoir aussi quand on est contacté, qu'on est en poste, aussi Voilà, être ne pas avoir disponible. l'arrogance du gars qui est chez Chanel ou L'Oréal ou BNP ou Microsoft en disant bon, attends, moi j'ai autre chose à J'ai faire. pas de temps. Voilà. Et Ouais. après, ça a de l'arrogance ou, comme je disais tout à l'heure, d'être pris dans la machine à laver et de ne pas prendre le temps. Mais se prendre le temps, tu vois. Comment tu le qualifierais, quelqu'un qui est en poste aujourd'hui, qui se pose des questions, tu vois, qui se dit tiens, j'aimerais bien quand même penser à autre chose parce que j'ai envie de faire un métier qui a plus de sens ou parce que j'envisage mon avenir différemment. Il doit prendre le temps de faire quoi, d'après toi? Parce que, comme Je tu dis, il est parlais de la débordé, il n'a formation. pas le temps. Je Donc, il pensais se que non, mais prendre des opportunités de formation, parce que j'y en a ouais. dans les boîtes. Deuxième chose, se porter volontaire sur les opportunités qui existent dans les entreprises, tu vois, de travail avec les associations, de travail Mmh. avec des incubateurs, de se montrer volontaire sur un certain nombre d'initiatives d'ouverture qui augmentent les points de contact vers l'extérieur et aussi font prendre conscience d'une certaine réalité qu'on peut un peu. Encore une fois, quand on est vraiment à fond dans un système comme ça, on peut ne faire que du Chanel, que du L'Oréal 24/24 et perdre un peu conscience du monde extérieur. Et donc, je pense que c'est très important, y compris dans sa vie personnelle et sur son temps personnel, de faire un peu de travail associatif. Ça peut être les choses de la deuxième chance, ou de le réseau entreprendre, ou finalement, rien qu'avec son logo là, on apporte quelque chose, on a de la Ouais. valeur. Et à côté de ça, on discute avec un chef d'entreprise et on se rend compte finalement de la réalité. Ça peut être aussi en disant putain, c'est super, j'ai vraiment envie d'y aller, mais attention, il y a telle ou telle chose. Est-ce que je me projette vraiment? Et donc, j'anticipe le fait qu'à un moment donné, je vais me retrouver dans un contexte différent. Et donc, pour ça, il y a cet espace que tu dois mettre dans l'agenda. Déjà Dans aujourd'hui. l'agenda professionnel et personnel. Ouais, Et déjà aujourd'hui, aujourd'hui. c'est quand même plus possible. On a plus de flexibilité avec le Mmh. télétravail, quand même, Mais tu vois, moi, je pense aux femmes, généralement, pour en voir plein qui se posent des questions, qui veulent changer, qui s'interrogent, mais alors elles ne prennent jamais le temps elles se donnent jamais le temps de penser à elles, à leurs perspectives d'avenir, prendre ce temps. Je dis pas que les hommes le font plus, mais alors chez les femmes, je trouve qu'elles sont, sous l'eau ouais, pratiquement et en ouais. fait, quand tu leur dis, «Non mais attends, prends le temps, va à cet événement». Mais c'est quand tu veux inviter, moi j'invite des speakers femmes. Ah ben je peux pas, je suis pas dispo. Mais non, mais tu as une opportunité de t'exposer, il y a une audience, viens. Et en fait, les hommes disent assez facilement oui, par exemple, tu vois, et les femmes, c'est compliqué. Et du coup, tu leur dis, mais prends cet espace parce que là, c'est un espace où tu exposes ton expertise, tu parles un peu de ce que tu sais faire, ça t'ouvre à d'autres choses, tu prépares un peu cette ouverture vers le monde, quoi, vers les autres, et ça, c'est, tu vois, encore compliqué. Et je pense que c'est important je pense que chaque personne en poste, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, devrait avoir je ne dis pas tous les jours 2 heures évidemment, mais des moments comme ça d'aération vers l'extérieur où ils font autre chose. Bon, écoute, je suis certainement pas le mieux placé c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que j'aborde ce sujet-là parce que je constate comme toi et je comprends aussi que dans beaucoup de schémas familiales où finalement c'est la femme qui a l'essentiel de la charge mentale, etc., et qui fait que on doit reconnaître, et c'est vrai, en tout cas ce que j'entends, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste et je ne veux pas parler au nom des femmes, surtout pas, que effectivement, qu'il y a une proportion d'hommes peut-être plus importante dans les réseaux masculins qui se réunissent dans les after-work ou ce genre de choses. C'est possible. Je pense que néanmoins, il faut. Et l'autre élément qui me soucie, moi, beaucoup,
c'est que je trouve qu'on est en train de reculer sur les efforts de diversité parce qu'il y a une espèce de vague masculiniste qui est très dangereuse et qui crée beaucoup de tensions. Donc j'espère qu'on saura la surmonter. Bon, c'est un autre sujet qui nous dépasse très largement, mais qu'on voit aujourd'hui. Enfin, moi, ça me surprend. Tu vois, je voyais les images à Davos et tu vois que des mecs dans des réunions. Tu te dis, mais c'est pas possible. Davos, qui était le temple qui a poussé tous ces sujets-là. Et donc ça, c'est un vrai problème sur lequel il faut continuer à lutter. Je pense qu'on n'a pas c'est une des raisons une des raisons, moi, c'est ce que je dis souvent, du manque de visibilité des femmes, c'est aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi le fait de ne pas se rendre visible soi-même. Oui, bien sûr. Mais après, mais pour revenir, pardon, excuse-moi, j'étais un petit peu emmenée sur autre chose, mais sur voilà, ce temps de la transition, quand on est en poste, de s'ouvrir, on n'est pas obligé de partir, on peut rester, faire autre chose. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent, je ne sais pas si tu en as entendu parler, moi je vois de plus en plus de personnes, par exemple, qui sont un jour par semaine thérapeute et 4 jours au travail, et un travail qui est différent, avec des aménagements de temps de travail, tu vois, un 80% et un autre moment pour faire autre chose. Et elles se forment, ces personnes, pendant leur vie professionnelle. Et il y a une question de Patrick, là, j'en profite pour poser les questions au fil de l'eau, qui dit: quelles ont été tes aides extérieures pour mûrir tes réflexions dans l'ikigai? Coach, mentor, etc. Comment tu t'es fait aider pour nourrir cette réflexion? En fait, j'ai pris une coach, que je la cite d'ailleurs dans le livre, qui s'appelle Catherine Blondel, qui a un cabinet qui s'appelle Vis-à-vis, et qui m'a aidé justement à faire on n'avait pas appelé ça l'ikigai, mais ça revenait à ça, à travers des réflexions sur finalement c'est quoi le bon truc, quels sont mes drivers. Donc c'était un peu psy aussi, je veux dire. Ouais. Au sens où moi j'avais un problème presque de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je me prépare, et de retrouver une motivation, une énergie. Et donc ça a été certainement l'aide. Et puis je dirais que j'avais la chance d'avoir un soutien familial très fort, qui était aussi, parce que ça aussi c'est important, et ce sont des moments qui peuvent être des moments compliqués, où finalement moi je partais le matin en plus Micros c'était aux Ulysses, il n'y a pas de télétravail, donc je partais à 7, chaque année je partais plus tôt à cause des embouteillages et je rentrais plus tard, donc c'était parce qu'à l'époque on retournait au bureau puisqu'il fallait faire acte de présence, donc je partais à 7h30 le matin, je rentrais à 9h le soir, et tout d'un coup vous êtes là. Donc et donc ça peut être des moments compliqués. Donc j'ai eu un très bon soutien familial, et j'ai eu, je pense, la présence d'esprit à un moment donné, il faut que je me fasse aider, que j'arrive à structurer un peu, parce que je papillonnais, je faisais plein de choses, et j'avais complètement flouté mon CV, j'avais quand même le désir de temps en temps de reprendre un job de CEO, puis en fait je pouvais pas, ou alors de retourner dans un comex, c'était quand même bien, je voulais être directeur de zone dans telle grande boîte. Puis j'arrivais, je me disais, oh là là, je vais retomber dans un comex, la politique, etc. Non, c'était plus mon truc. J'avais plus envie. Le reporting, ça, j'avais plus envie. Donc je me suis dit, et donc c'est là où finalement, après j'ai eu de la chance, c'est de rencontrer Joseph Haddad, qui avait dit fonder NetGem, qui cherchait un directeur général. Bon, il y a eu, mais aussi ça se provoque, ça se provoque en allant, en discutant, en faisant des rencontres. Et le fait de faire appel à une aide externe, coach, voilà, et puis la personne dans sa question mettait mentor. Je pense que mentor aussi, parce que parfois c'est peut-être juste d'aller contacter à l'audace. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. À l'audace, quelqu'un où je me disais, tiens, son parcours est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas 2-3 conseils à m'apporter? Je me souviens de Marilène Delbourg, qui est la première femme entrepreneuse dans la Silicon Valley. Je me suis dit, elle a tellement fait de choses, initiées, etc. Tiens, j'aimerais vraiment lui parler. Et elle a pris le temps. Ça, je dirais que c'est quelque chose que j'ai plutôt fait dans l'autre sens depuis. Ah oui, maintenant c'est toi le mentor. C'est que je suis contacté, je dois recevoir 5 messages LinkedIn par semaine de gens qui veulent que je les coach, que je les aide, etc. Et voilà un nouvel Ikigai. Non, parce que l'ikigai, il y a marqué monétisation, et je n'ai pas du tout envie d'en faire un business, tu vois, parce que c'est trop compliqué. Tu ne peux pas en faire ton métier, c'est pas ton cœur de métier. Parce que du coup, il y en a dont c'est le métier, donc il ne faut pas hésiter à les contacter.
Il y a une question aussi de Pascal qui dit: quelles sont actuellement, selon vous, les meilleures structures d'accompagnement d'un projet de reconversion, transition professionnelle? Cabinet de conseil, asso, d'après toi, pour accompagner un projet de transition? Personnel? Ouais. Un professionnel, oui. Quelle structure? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle, par exemple, l'outplacement, qui est une industrie qui est complètement datée et qu'il faut réinventer. Enfin, c'est pas du tout. Je pense que ça peut être sympa au sens où il y a un lieu, on rencontre des gens, bon, très bien, mais le reste, c'est assez inopérant, je trouve. Je dirais probablement, alors ça dépend des secteurs, c'est difficile c'est difficile de dire comme ça, mais je pense que euh, au-delà de l'effort personnel sur le coaching pour arriver, après quand on a le projet lui-même, c'est peut-être effectivement dans alors, ça dépend toujours pareil. On peut trouver des clubs d'investisseurs, de business angels, early stage, qui sont des gens comme moi. Enfin, je le fais pas, mais je le fais plus. Mais comme moi, qui ont envie de s'investir auprès d'un entrepreneur. Donc, ils prennent un petit ticket, ils ont une part dans la boîte. Et ça, il faut aussi accepter d'ouvrir un petit peu son capital pour se faire entourer des bons parrains autour du berceau, si je puis dire, de la boîte. Et puis, si ce n'est pas le cas, certainement le monde associatif dans les secteurs qui correspondent au projet. Où là, on trouve, je prenais les réseaux entreprendre, enfin, il y en a Ouais, le plein d'autres réseau dans d'autres entreprendre. secteurs Ouais. où on trouve là aussi, je pense, des gens qui. Il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent du monde de l'entreprise qui ont envie de contribuer et de redonner un peu et qui peuvent être. Je pense qu'il faut choisir une association assez large pour pouvoir trouver des profils qui sont assez pertinents pour aller vite dans le secteur dans lequel vous êtes. Ok. Et une dernière question, des conseils spécifiques aux femmes qui ont pour activité un métier ou qui ont un métier assez technique. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques à apporter aux femmes sur qui ont déjà un métier assez technique? Parce que je pense que la question qui se pose, c'est quand c'est technique, on a du mal à lâcher la technique. Parce que donc moi, si je peux peut-être un peu circonscrire un peu le truc sur le sujet technique, c'est quand tu as une expertise, c'est difficile de s'éloigner de cette expertise pour aller vers autre chose. Donc déjà, l'ikigai, comme tu le disais, le fait de comprendre quels sont ses relents internes et quelle est sa propre zone de talent à soi, dans laquelle on a envie de s'exprimer principalement, c'est vraiment un point important. Parce que la technicité, elle se perd assez vite. Donc, il faut être quand même bien sûr de là où on veut aller et du fait qu'on veut s'éloigner de cette technicité. Il n'y a pas de problème, il y a plein de femmes qui l'ont fait, j'en connais plein qui ont travaillé dans la finance, dans les chiffres, et qui là, par exemple, sont en train de se former sur des métiers de thérapeute. Voilà, on est Bon, vraiment après, il sur faut que des ça corresponde, je choses. pense. Bon, Voilà, d'où le c'est toujours lien difficile. interne. Je pense que ce que tu dis est très vrai, c'est que l'expertise, elle peut devenir obsolète. Bon. Donc, la première chose, c'est dans les entreprises aujourd'hui, traditionnellement, l'expertise, ce n'était pas forcément une voie de progrès, de progression dans l'entreprise, parce qu'il fallait devenir manager, etc. Donc, je l'ai vécu dans la tech, où on s'est souvent posé la question, comment est-ce qu'on récompense les contributeurs individuels qui ont une vraie contribution, qui sont très bons, etc. Donc, après, il faut accepter qu'il y ait quelqu'un dans une équipe qui ait un salaire plus fort que le manager. Enfin, ça pose des tas de problèmes qu'à mon avis, on doit surmonter. Mais on voit bien la difficulté là-dessus. Mais quand on a décidé de rester sur cette expertise, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est quand même de rester on top de l'expertise. Par exemple, de comprendre en quoi l'intelligence artificielle va ou non disrupter ses propres compétences. Ne pas avoir une attitude défensive par rapport à ça, mais de se dire, plutôt que d'être celle qui résiste, je vais être celle qui dompte, et je prends le mieux, l'IA. C'est-à-dire m'y former en avance de phase et peut-être proposer une nouvelle façon de valoriser mon expertise dans l'entreprise dans un contexte du monde du travail qui va être bouleversé par l'IA, par exemple. Donc, devenir un peu thought leader sur un sujet d'expertise qu'on a un Voilà. peu. Et Avant. la façon dont elle se réinvente dans un monde qui bouge, quoi, puisque en fait, on est percuté par des vagues de transformation
qui sont à la fois plus grandes en amplitude et plus intenses en temps. La révolution industrielle, je sais pas, elle a mis 100 ans, la révolution X, elle a mis 100, l'Internet a mis 20 ans, le mobile 10 ans et l'IA 3 ans. Ouais, ça c'est assez incroyable quand même quand on voit la vitesse à laquelle ça va, d'où l'importance de savoir se réinventer. Absolument. Et d'avoir de Merci l'employabilité. et de rester prêt à affronter le monde tel qu'il est et de ne pas se déconnecter évidemment de ce qui se passe à l'extérieur. Merci beaucoup Christophe pour Merci ton temps. Sabrina, merci à toutes et à tous. Merci à tous pour vos questions. Il y aura évidemment un replay pour ceux qui souhaitent le revoir, le partager. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une belle journée, une belle semaine sous la pluie à Paris, mais c'est pas grave, on garde le sourire. Merci Christophe pour ton temps et à très bientôt. À bientôt. Pour cette aventure, j'espère. Bye bye. Au revoir.